Alors cette création de 1920-21, postérieure à la Révolution, indique bien d'ailleurs les contradictions dans lesquelles se sont retrouvés les bolcheviks au pouvoir. Un empire gigantesque, multiethnique, multilinguistique, multiculturel, multireligieux, et la prétention, le justifier ou non, d'établir un socialisme dans un seul pays, mais un pays gigantesque, un empire en fait, et du coup, dont le principe de base était en principe l'organisation par soviet, d'où le nom soviétique. Problème, c'est que dans le même temps où on crée l'Union soviétique, la démocratie soviétique, elle est en train de progressivement disparaître. Donc on a vécu sur un mythe pendant 70 ans, le paradis des travailleurs, la démocratie prolétarienne, on sait ce qu'il en est advenu, et en même temps, qui gardait tout de même de ses origines révolutionnaires un minimum de référence qui fait qu'elle pouvait continuer, même si c'était de manière mythique, à servir de référence aux forces prolétariennes progressistes dans le monde. Mythifiées, légendarisées, certes. Et alors deux, j'insiste, c'est que, en principe, elle était différente des empires qui avaient existé précédemment. En fait, l'empire et l'impérialisme a rattrapé l'Union soviétique, et on le voit bien depuis 1991 avec la débandade de l'Union soviétique. C'est l'Empire ottoman a connu ça, l'Empire français, anglais, tous les empires. Pour le moment, il y a l'Empire informel américain qui a l'air de tenir encore un peu, mais jusqu'à quand? Bon. Alors, moi, dans ma jeunesse naïf, j'y ai cru au paradis des travailleurs. Parce qu'il y avait toute une propagande qui n'était pas que fausse d'ailleurs. Et il y avait des coins de l'Union soviétique qui marchaient bien. Il y avait des kolkhozes avec des belles vaches. C'est ceux qu'on faisait les visiter aux visiteurs. On ne montrait pas les autres. Bon. Et on ne montrait pas les camps du goulag, bien sûr. Bon. Et en même temps, ben oui, comme toute formation impériale, je dis pas un peuple, le peuple russe, qui en opprime un autre ne saurait être un peuple libre, mais la forme impériale exigeait de la coercition, goulag, etc., déportation massive, et aussi militarisation. C'est que le patriotisme soviétique a été grandiose, mais ils ont laissé quand même 21 millions de morts, les soviétiques. Je revoyais l'autre jour le film Stalingrad. Alors, certes, c'est un film américain, mais les Américains parfois saisissent bien certaines choses. On voit Khrouchtchev menacer de fusiller les types qui renoncent à monter au front et qui leur fait tirer dessus à la mitrailleuse d'ordre par derrière pour les obliger à continuer à avancer. Et certainement, ça a été horrible. En même temps, vu ceux qui étaient en face, y avait-il moyen de faire autrement? C'est que la Wehrmacht et les SS, c'était pas non plus détendre. Mais et alors, là aussi, le patriotisme russe ou le patriotisme soviétique? Quand Staline en appelle mes frères à la sainte patrie russe, c'est plus très communiste, marxiste. Hein, sans parler de l'épisode mis en question de faire promener la Dvirge de Kazan par avion autour de Moscou. Ça, c'est peut-être anecdotique. Oui, alors, que reste-t-il de l'Union soviétique? Un rêve. Et en même temps, quels qu'en aient été les crimes et les erreurs, c'était le point d'appui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces progressistes n'ont plus d'Union soviétique à se mettre sous la dent. Et du coup, les gauches, on en est à supputer que Hugo Chavez va remplacer Fidel Castro. Pourquoi pas?
Mais on est loin de cette contrepoids qu'était l'Union soviétique dans la guerre froide, quoi. Il n'y a plus de contrepoids massif. Il n'y a plus que des tentatives idéologiques de recréer des alternatives, mais pour le moment encore très dispersées et pas très probantes pour le moment.